Pour moi, les changements, ils ne viendront pas du premier ministre, ils vont venir des communautés qui prennent en main leurs enfants et qui disent, bien, on le voit ça dans les ruelles, dans certains quartiers, on ramène l'enfant au centre de la vie courante et c'est ça, ça peut faire une énorme différence puis ça coûte pas cher. C'est la Journée internationale des droits des enfants. Puis nous, pour l'occasion, on s'est demandé comment est-ce qu'ils vont au Canada. Puis bien, selon une récente étude de l'Université de Calgary, ils vont pas bien. Alors, j'en discute avec le docteur Gilles Julien, médecin, chercheur et parrain de la pédiatrie sociale en collectivité. Merci beaucoup d'être ici. Merci de m'inviter. On va commencer avec une statistique choquante. Le Canada se retrouve en 25e position d'un classement de l'UNICEF qui compare le bien-être des enfants dans 41 pays riches. Comment ça se fait qu'on fasse si mauvaise figure? Parce qu'on oublie les enfants. En fait, on fait encore plus mauvaise figure parce qu'on se fait taper sur les doigts tous les 4 ans quand on se fait évaluer pour voir comment on applique la Convention des droits des enfants. On n'est vraiment pas terrible. Et tout ça parce que on ne fait jamais des enfants une priorité. C'est toujours en second. Politiquement? Et politiquement, de façon un peu systémique, là, même ma génération, on a pensé à nous avant de penser aux enfants, là, pour plusieurs, les baby boomers. C'est devenu un peu égoïste. C'est nous d'abord, puis après ça, c'est les autres. Et moi, je suis toujours étonné parce que je suis plus âgé, j'ai appris qu'il fallait toujours que les femmes et les enfants sortent du navire en premier avant qu'ils calent. Mais là, on est comme dans un monde différent. Puis c'est comme si les femmes et les enfants, enfin, parce qu'il y a les enfants dans mon cas, étaient laissés comme en arrière. C'est jamais une vraie priorité des gouvernements. Les enfants, ils pensent à l'économie, l'environnement, puis ce qui est correct. Mais les enfants devraient être en haut de liste, puis ils ne sont pas. Donc, c'est pas surprenant qu'on n'est pas bon pour servir nos enfants. Il y en a 1 sur 5 au Canada qui est mal desservi puis qui ne réussira pas à rentrer à l'école à 5 ans bien préparé. C'est une catastrophe. Qu'est-ce qu'on fait mal dans l'application des chartes pour les droits des enfants? Bien, une des choses qu'on ne fait pas bien puis qu'on devrait s'améliorer puis ce serait facile, c'est d'arrêter de considérer l'enfant comme des morceaux. On le fait en médecine souvent, on n'intègre pas le poumon puis le cœur, puis le bras gauche puis le bras droit, mais ça marche tout ensemble. C'est la même chose dans l'offre de service. On a une belle offre de service. Il y a des CPE, il y a des CLSC, il y a la DPJ, des hôpitaux. Sauf qu'ils ne se parlent pas, ce monde-là, et c'est très difficile d'avoir une espèce de cohésion. On va protéger l'enfant. Okay, ça, c'est un droit, le droit de la protection. Sauf qu'il y a 41 droits, mais les autres droits à côté, le droit d'être dans sa famille en harmonie, le droit d'identité, le droit d'appartenance, le droit d'avoir un logement salubre, le droit de manger à sa faim, tout ça n'est pas considéré en même temps. Ce qu'on essaie de faire, nous, c'est d'essayer d'intégrer les 41 droits qu'on a résumés en 7 principes. Et ces 7 principes-là, mais on peut les travailler en même temps en clinique puis dans nos plans d'action. Je dis souvent, il faut penser au nouveau paradigme de soins et services pour les enfants, surtout les plus vulnérables, parce que sinon, on n'y arrive pas. La preuve est là, les statistiques ne sont pas bonnes. Non. Et ils ne s'améliorent pas. Parlant de statistiques pas bonnes, le rapport Raising Canada A Call to Action qui a été réalisé par l'Université de Calgary pour l'organisme Children First Canada nous apprend que le taux de mortalité infantile au pays est parmi les plus hauts des pays développés. Le suicide en serait la 2e cause. On a mis beaucoup d'énergie à stimuler la santé physique des enfants. Pendant ce temps-là, est-ce qu'on est complètement passé à côté de leur santé mentale? Ce qu'on observe depuis plusieurs années, c'est une croissance des niveaux d'anxiété. Les enfants sont anxieux très tôt, surtout quand ils sont dans des milieux ou des environnements peu favorables, où il y a beaucoup de stresseurs, on appelle ça des stress toxiques, où il y a beaucoup de traumatismes, l'abus, négligence, l'abandon, l'exclusion. Puis plus il y en a, plus c'est toxique pour le cerveau. Et le cerveau, il est capable d'en prendre jusqu'à un certain point, mais rapidement, chez un enfant qui vit dans des environnements comme ça, va devenir moins performant. Moins performant au niveau neurologique, mais moins performant au niveau de la motivation. Il n'a plus goût. Et il ne sera pas performant à l'école, puis il ne voudrait plus aller à l'école éventuellement. C'est des facteurs extrêmement importants. L'anxiété en est un, la santé mentale. Même la santé physique, c'est pas terrible. Parce que il y a beaucoup d'embonpoint, il y a beaucoup d'obésité, il y a beaucoup moins d'exercices à l'école, il y a peu de sport accessible. Puis on s'est rendu compte que ce que j'appelle les stress toxiques, bon, c'est que plus il y en a, plus c'est toxique.
plus ça influence même la génétique. Ça veut dire qu'éventuellement, dans la transmission des gènes, il y a des marqueurs qui vont suivre. Et ça, c'est nouveau. On ne savait pas ça avant, puis on sait ça maintenant. Et on sait par ailleurs que le cerveau de ces enfants-là peut récupérer à peu près totalement les pertes qu'il y a eu dans les premières années de vie si on s'attaque au problème de façon importante, massive. On sait que le cerveau est capable de récupérer. Si j'attrape un enfant de 3 ans, puis le cerveau, on le sait, ça c'est une réalité qui n'a pas été bien stimulée, à peu près la moitié du volume de l'autre enfant de 3 ans qui a été bien stimulé. Mais on sait que ça, c'est réversible. On sait tout ça, là. Personne ne fait rien. Et les programmes, il y en a des programmes à petite enfance, mais encore là, il n'y a pas de connexion beaucoup entre les services de garde, les écoles, le milieu, la capacité de diagnostic aussi des problématiques en bas âge. Les services, là, il n'y en a pas beaucoup. Puis pour les adolescents, j'imagine que c'est pas beaucoup mieux parce que le Canada fait partie des 5 pays qui ont le plus haut taux de suicide adolescent au monde. Mais quand on additionne tout ça, c'est sûr que la somme des stress toxiques qui n'est pas bien gérée va créer beaucoup d'anxiété, va créer éventuellement des problèmes de santé mentale, dont le suicide, du drop-out d'école, l'absence de capacité finalement à mener une vie saine et agréable et heureuse. La capacité du bonheur, en fait. Il n'y a comme pas ça. Mais si on revient en amont, qu'on donne à un enfant ce qu'il a droit, là, on revient à la Convention des droits, il a droit à un logement adéquat, il a droit à avoir des parents qui s'occupent de lui, qui ne sont pas stressés parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont manger le prochain repas, on peut faire une énorme différence. Et sur les problèmes de santé mentale, sur l'anxiété, sur le suicide, mais on sait maintenant sur les maladies chroniques physiques, le diabète, l'hypertension, les problèmes cardiovasculaires sont en montée comme ça quand les enfants ont vécu des stress toxiques en bas âge qui n'ont pas été réparés. Donc, ça a un impact santé mentale, mais un impact santé physique immense, alors qu'on sait que tout ça pourrait se prévenir si on avait une politique de l'enfant, un défenseur de l'enfant, une priorité enfant. Mais c'est un manque de vision politique? C'est un manque d'argent? C'est un manque de conscience? On ne manque pas d'argent. On a des budgets au Québec. C'est la moitié du budget du Québec est en santé. Donc, il est alloué d'une certaine façon depuis toujours. Il faudrait revoir les priorités. Il faudrait revoir les priorités vers la prévention en petite enfance, clairement, parce que ça ferait une énorme différence. L'enjeu politique, il est là aussi. Tu sais, les gouvernements, ils durent 4 ans. Mais nous ce qu'on parle, c'est une prévention sur une trajectoire de vie, là, de zéro, avant zéro, pendant la grossesse, jusqu'à 18-20 ans. Tu sais, investir là, pour que dans 8 ans, il y a 10 ans, il y ait des résultats, bien, pour un politicien, c'est pas très rentable. C'est pas vendeur. Ils sont pas tous comme ça, c'est pas ça que je dis, mais on a besoin de revoir nos priorités, de repenser l'enfance. On pourrait là, diminuer le budget de la santé physique d'un fort pourcentage si on faisait ça. Si on n'est pas politicien, qu'on est parent, qu'on est ma tante, qu'on est mon oncle, qu'est-ce qu'on peut faire pour veiller au bien-être des enfants? Bien, c'est en fait un des grands dénominateurs du bien-être des enfants, c'est son environnement immédiat, sa famille, la famille élargie, le voisinage, la qualité de l'air, l'entraide, parce que quand ça ne va pas d'une famille, au lieu d'appeler la police, on se mobilise dans le voisinage. Donc, toutes les initiatives locales. Pour moi, les changements, ils ne viendront pas du premier ministre, ils vont venir de la communauté, des communautés qui prennent en main leurs enfants et qui disent, bien, on le voit ça dans les ruelles, dans certains quartiers, tu sais, on ramène l'enfant au centre de la vie courante. Et c'est ça peut faire une énorme différence, puis ça coûte pas cher. Parce que la communauté peut aussi avoir un effet inverse, je crois, considérant que, toujours selon le rapport, il y a plus d'1 million d'enfants qui vivent dans des logements pour personnes à faible revenu et dans des quartiers défavorisés, dont un triste chiffre, là, 38 % d'enfants issus des Premières Nations. Qu'est-ce qu'un milieu défavorisé peut avoir comme effet sur un jeune? L'effet d'un milieu défavorisé sur un jeune où les gens ne se prennent pas en main est désastreux. Parce que le cumul des stress toxiques, des traumatismes, il est pas exclusivement, mais il est particulièrement intense des milieux défavorisés, de grande défavorisation. Puis c'est pas juste au Hochelaga, au Côte-des-Neiges, au Montréal-Nord.
on a mappé le Québec avec l'Université McGill, puis on sait exactement les poches de vulnérabilité au Québec, où on veut que s'installent des centres de pédiatrie sociale dans la communauté. Un quartier défavorisé qui se prend en main peut changer un paquet d'affaires. Le problème, c'est qu'on a oublié que c'est du monde, c'est des humains qui vivent dans un quartier défavorisé, puis ils ne l'ont pas choisi. Puis c'est pas ça qu'ils veulent pour leurs enfants. On a un programme là, qui s'appelle Famille Enfants Réseau, où on enseigne les droits des enfants aux familles et aux enfants eux-mêmes, mais pas juste pour qu'ils les connaissent, comment ils vont les faire impliquer eux-mêmes. On est rendu à 9 communautés à Montréal. C'est génial parce que là, tu apprends à pêcher, tu n'apprends pas à aller à l'épicerie de chercher ton poisson avec les yeux morts. Là. Donc, les jeunes apprennent à se défendre. Ben oui, et ça, c'est surprenant. Puis c'est une des forces de la pédiatrie sociale, c'est de redonner à l'enfant cette puissance-là. On a des comités de droits des enfants. On arrive à la commission des droits, là, on vient d'en discuter avec eux, pour qu'ils reviennent vers les communautés pour supporter ce genre d'initiative-là. C'est la population défavorisée qui est capable. Il faut croire qu'ils sont, puis c'est réel, qu'ils sont capables de reprendre en main leurs enfants puis de défier aux besoins les gens qui sont contre les soins pour les enfants ou qui ne bougent pas pour les soins des enfants. Moi, je peux aller voir le directeur d'école puis dire, regarde, tu ne donnes pas des bons services à cet enfant-là, puis il y a une dyslexie, puis il plafonne, puis c'est pas normal parce que c'est un droit d'avoir une éducation adaptée à ses besoins. Mais si c'est le parent lui-même ou l'enfant qui va cogner à la porte, tu dis, regarde, ça ne marche pas. On les appuie là-dedans, mais c'est encore plus puissant quand c'est les enfants qui amènent leurs droits. Mais c'est quand même que vous ayez à vous battre pour faire tout ça, qu'on ne vous donne pas sur un plateau d'argent toutes les conditions optimales. Non, mais les gens sont méfiants quand arrivent des nouveautés comme ça. Tu sais, juste nous, en clinique, on maintient toujours, parce qu'on est plusieurs autour de la table, puis on invite tout le monde, particulièrement l'enfant et la famille, puis on les maintient autour de la table. Puis les gens disent, ben non, on ne fait pas ça, les enfants, on ne parlera pas de ça devant eux autres, voyons. Mais on ne parlera pas de ça, mais on le fait. Et ils vivent, ils savent bien mieux que nous les traumatismes qu'il peut y avoir dans une maison. Puis à partir du moment où on les intègre, ils nous aident à trouver des solutions. Puis ils ne paniquent pas, ça ne les rend pas plus anxieux. Puis à partir du moment où on leur demande leur opinion, puis autour de la table, souvent, on va dire à l'enfant, ben qu'est-ce que tu en penses? Moi, je ne sais pas quoi faire avec ça, c'est bien trop compliqué. As-tu une idée? Ils vont en amener une, c'est assez particulier, mais on n'écoute plus les enfants. On leur fait pas bien confiance. Non, on ne les fait pas confiance. Si on refaisait confiance aux enfants pour amorcer avec nous les solutions, on sort tellement gagnant. Je suis super émue. Merci beaucoup, Dr. Julien. Le but, c'était qu'on en parle puis que les gens nous entendent parler de ça. C'est tellement précieux. Bien, ça me donne envie de petites révolutions. En terminant, j'encourage tout le monde à aller faire un tour sur le site de votre fondation, fondationdrjuliendr.org. Et sinon, il y a votre guignolée le 15 décembre. La fameuse guignolée Dr. Julien, qu'on attend toujours, la 16e d'ailleurs, le 15 décembre. Oui. On attend le monde parce que cette année, c'est des portes ouvertes dans nos centres Côte des Neiges, Hochelaga et Garage de musique. On veut que les gens viennent nous voir, nous visiter, puis nous supporter là-dedans parce qu'on tient à ce que la population supporte ça. Pas juste les gouvernements, c'est clair. Je vous souhaite une fructueuse récolte et des belles rencontres.